Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 151 et c'est une interview qui va nous rassembler aujourd'hui. Alors, plutôt corporelle cette semaine, quoique pas seulement. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Guillaume de Brébisson, sexothérapeute de couple, et son parcours m'a beaucoup touchée et je suis également très en phase avec son dernier livre, Sexe épanouir. Vous allez y découvrir dans ce livre 7 secrets qui transforment votre vie sexuelle et amoureuse. Alors, Guillaume, je compte bien sur vous pour nous en développer, nous en livrer quelques-uns au cours de notre interview. Bonjour Guillaume. Bonjour Raphaël. Oui, peut-être qu'effectivement, on va dévoiler quelques secrets, mais à ce moment-là, ce sera sans dire que ce sont ces secrets pour ne pas gâcher le plaisir d'aller à leur recherche en lisant ce livre S'épanouir. Exactement, tout à fait, que je conseille à chacun. Je l'ai lu, je l'ai trouvé vraiment particulièrement intéressant et puis avec des clés qui sont très belles, très simples et très authentiques. Parlons un peu de ton parcours, Guillaume. Pendant plus de 25 ans, tu as exercé des métiers de l'écrit et de la communication, journaliste, auteur, traducteur, consultant, enseignant et aussi chef d'entreprise, puisque tu as créé et dirigé 2 entreprises de traduction reconnues. À un moment de ton parcours, les accidents de la vie t'ont conduit en thérapie. Ce travail d'introspection qui est enraciné dans le corps et accompagné par une thérapeute chevronnée t'ont amené à revoir en douceur tes priorités de vie et t'orienter vers le métier de thérapeute psychocorporel et de sexothérapeute et de thérapeute de couple. Et là, les formations s'enchaînent. Imago, Tantra, Reiki, tout y passe. Guillaume, tu es un thérapeute complet avec une immense boîte à outils. En 2020, tu as publié le petit guide du confinement réussi en couple, paru chez Interédition, qui est possible de le télécharger sur ton site. Et puis, Déconfiner sans se déchirer. Là, on peut l'acheter sur ton site. C'est un ouvrage où chacun va pouvoir trouver des ressources et des exercices pratiques pour refonder son couple. Et bien sûr, la parution de ce nouveau livre dont on vient de parler, Sexe épanouir chez First Edition, et la création et l'animation avec ton épouse Sabrina du congrès en ligne vers l'amour conscient. D'ailleurs, la prochaine édition, à souligner, sera sûrement en 2023. Tu as créé aussi avec ta femme l'Université de l'amour et tu y fais des conférences et des formations en ligne avec elle. Et aujourd'hui, donc, ta principale activité, en plus de cette Université de l'amour, c'est celle d'être thérapeute de couple avec cette spécialisation sur les questions de la sexualité. Alors, vraiment, ravi de t'accueillir aujourd'hui, Guillaume. Je suis ravi d'être là. Merci pour ce résumé qui est tout à fait juste et complet. Eh bien, écoute, génial. Allez, je change de regard. Alors, démarrons par notre première question. Guillaume, pourrais-tu me dire qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien ? Alors, qu'est-ce qui me rend heureux dans mon quotidien ? Ce qui me rend heureux dans mon quotidien, c'est l'amour, tout simplement. C'est à la fois de me sentir être aimé et d'être moi-même en train d'aimer. Alors, qui est-ce que j'aime ? J'aime en premier lieu mon épouse, mais l'amour, c'est pas seulement l'amour relationnel ou l'amour dans le couple, c'est aussi une façon d'être au monde. Et à ce titre, il me semble que comme recette du bonheur, je crois qu'il y a aussi beaucoup la question de se sentir à sa place. Quand on se sent à sa place, on éprouve de la reconnaissance, et la reconnaissance, c'est de l'amour. Tu utilisais ce mot de simplicité. Tu pourrais dire que l'amour, c'est quelque chose de simple ? Oui, c'est quelque chose de simple, parce que c'est en fait la première émotion qu'on connaît en arrivant au monde. C'est vraiment, c'est vraiment de là qu'on vient. C'est Marianne Williamson qui dit « Nous sommes nés de l'amour et nous avons appris la peur ». Oui, nous sommes nés de l'amour. En naissant, nous avons été baignés dans un bain d'ocytocine, c'est-à-dire d'amour. Et donc finalement, oui, l'amour c'est très simple. C'est peut-être parce que c'est si simple que pour certaines personnes c'est compliqué d'y accéder parce qu'on se fait des nœuds au cerveau, on se complique la vie, on est toujours là
à se demander quel est le prochain objet qu'on va pouvoir s'offrir, ou le prochain voyage, etc. Et en fait, tout ça nous distrait de la simplicité d'être simplement là, présent. C'est déjà magnifique. Et d'être environné de gens qui nous aiment, parce que quand on fait le compte, il y en a des gens qui nous aiment. C'est très très rare finalement qu'on soit réellement seul, sans amis, sans famille, sans compagnon, sans compagne, sans animaux autour de soi, sans nature, sans. Non, dans la réalité, c'est pas ça. Ça, c'est très rarement ça. Bon, à chacun de faire le compte des personnes qui nous aiment. C'est une belle chose à faire. J'entendais le mot que j'ai envie de relever, le mot de la peur. En tant que toi, sexothérapeute de couple, quelles sont majoritairement ces peurs que tu entends qui sont face à l'amour? Je pense qu'il y a une vraie peur profonde chez les hommes et chez les femmes, qui est celle de pas être à la hauteur, de pas satisfaire l'autre, et que les hommes comme les femmes s'épuisent dans ce désir d'être bien pour l'autre, d'être satisfaisante. Alors, on dit souvent que pour les femmes, c'est d'être belle, d'être sexy, attirante, tout en ayant un travail épanouissant, des enfants magnifiques, une maison bien tenue, etc., comme si c'était possible de faire tout ça à la fois. On oublie aussi souvent que les hommes ont exactement le même genre de problématiques. Simplement, les hommes parlent très peu, donc ils le disent peu. Mais pour l'homme, il faut être un homme. Et être un homme, c'est incroyable ce que ça demande comme effort. Être le soutien de sa famille, ne jamais faillir, ne jamais montrer ses faiblesses, être toujours droit, etc. C'est aussi un poids très élevé. Et en fait, tout ça, c'est un ensemble de peurs, quoi, de peur de pas y arriver, de peur à un moment donné, trébucher, de peur de pas être assez bien, quoi. Et tout ça vient faire écran entre chaque personne, et puis son propre sentiment d'amour, évidemment pour l'autre, mais aussi à recevoir de soi. Si on s'aimait suffisamment, on serait pas en train de s'inquiéter de savoir si on va être à la hauteur ou pas. Hein. Enfin, il y a vraiment comme ça des choses qu'on s'impose, qui sont complètement en réalité totalement annexes, quoi. Clairement, quand je t'entends ce côté de l'homme qui vient apporter la sécurité, qui avec ce côté, en fait, d'ailleurs, j'aurais aimé que tous nos auditeurs puissent te voir. Quand tu as parlé de ça, tu as monté les épaules, tu as pris de l'envergure. C'est assez amusant à voir. Et à côté de ça, je trouve que avoir encore ces peurs-là, alors qu'on est dans un monde et dans une époque où justement on cherche une égalité, une équité, finalement, toutes ces peurs-là, elles restent bien fondées, et le fait de ne pas être à la hauteur est vraiment présent. Oui, je pense que ça a absolument rien à voir avec la question d'égalité, parce que ça va de soi. Il n'y a pas de débat sur le fait il ne devrait pas y avoir de débat, sur le fait que les hommes sont l'égal des femmes, et réciproquement. C'est bien entendu. En même temps, il ne devrait pas non plus y avoir tellement de débats sur le fait qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon, les hommes et les femmes, et puis ça se voit au quotidien, on voit très bien. Je suis vraiment d'accord. Pas infamant, parce que c'est pas mieux de fonctionner comme un homme que de fonctionner comme une femme. Après, il faut, je pense, pas oublier, et peut-être que c'est ma formation de thérapeute psychocorporelle qui vient là. Il faut pas oublier que nous sommes le jouet de notre corps, de nos hormones, de notre neurobiologie, de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et que nous avons tous, autant que nous sommes, des besoins qui sont des besoins animaux absolument essentiels, des besoins vraiment primaires. Et le besoin de sécurité fait partie de ces besoins-là. Et la sécurité, alors ça se décline. Mais bien sûr que la première sécurité dont on a besoin, c'est une sécurité physique, mais elle n'est jamais suffisante.
L'expression de la sécurité physique, par exemple, ça va être la taille de votre maison ou la taille de votre voiture, mais quelle qu'elle soit, vous allez vouloir en avoir une plus grande, parce que c'est jamais assez, quoi. Il y a bien sûr la sécurité financière, mais il y a surtout la sécurité affective. On a tous vraiment besoin de se sentir aimé, quoi qu'il arrive, et de sentir que cet amour-là, c'est l'amour que nous donne notre compagnon ou notre compagne. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi est-ce qu'on s'effondre quand il y a une rupture? Alors, même quand la rupture est positive finalement pour nous et qu'on le sait au fond de nous, c'est bien parce que justement, on se demande comment on va nourrir notre sécurité affective. Ça, alors ça, c'est biochimique, hein. C'est pas raisonné du tout. C'est en nous. On a besoin de ça, quoi. Et alors, la mécanique dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vit, quelque part, on peut dire qu'elle s'appuie sur ce besoin biochimique de sécurité affective pour nous vendre les nouveaux habits à la mode, ou les nouvelles voitures, ou les nouveaux téléphones portables, etc. Parce que finalement, le message derrière ça, c'est quand même, tu seras plus aimé si tu t'habilles comme ça, si tu roules dans cette voiture-là, ou si, voilà, enfin, c'est vraiment ça l'idée, quoi. Alors que non. Alors qu'on peut très bien tous les gadgets à la mode, et d'ailleurs, plus on en a, et en fait, moins on est aimé. Non, la réalité, c'est ça. Mmh. Mmh. Et puis, il y a ce qu'on appelle, et ça, on en a souvent parlé, nous, dans les podcasts, c'est tout ce qui touche à l'adaptation hédonique. C'est-à-dire le fait que, quoi qu'il arrive, on peut avoir un petit peu plus, mais ce plus va devenir un standard et qui va nous pousser à aller un petit peu plus loin. Du coup, le fait, et là, on revient au début de ce qu'on disait, cette simplicité d'accueillir ce que nous avons et être quelque part un peu plus dans l'accueil que peut-être dans l'attente, au bout du compte. Mais il y a un exercice très simple que les auditeurs peuvent faire là maintenant, hein, qui consiste à prendre un papier et un crayon et à dire qu'est-ce que j'ai qui me plaît dans ma vie, juste sans jugement. Qu'est-ce que j'ai qui me plaît? Ça peut très bien être j'ai un joli pantalon ou une paire de chaussures qui me plaît. Hein. C'est pas la question de qu'est-ce que c'est ces choses-là, mais juste de faire la liste. Quand on fait la liste de ce qui nous plaît dans notre vie, là, tout de suite, maintenant, par exemple, d'écouter ce podcast avec toi, Raphaël, on ne le fait pas si ça ne nous plaît pas, donc si on le fait, c'est que ça nous plaît. Donc, hop, écouter le podcast avec Raphaël, ça fait partie de la liste. Et puis, des tas d'autres choses, la maison dans laquelle j'habite, je sais pas moi, l'animal de compagnie qui est aujourd'hui chez moi, ou la plante verte que je passe du temps à soigner tous les matins parce que on me l'a offerte et qu'elle me plaît, et qu'elle est porteuse d'amour, elle aussi. On fait la liste et qu'on voit tout ce qu'on a, tout ce avec quoi nous sommes et qui nous plaît et avec quoi nous sommes heureux. Finalement, c'est très très long cette liste-là. Exactement, exactement. Alors allez, tout le monde y va. En attendant, nous allons passer à notre deuxième question. Dis-nous, Guillaume, une valeur humaine qui te rend heureux. Écoute, je m'excuse parce que tu vas peut-être trouver que je me répète, mais c'est l'amour. C'est l'amour. Vraiment. Vraiment. C'est simple, hein. Je suis pas magicien. Il m'arrive souvent d'être fatigué, déprimé ou pas très bien, ou me lever un peu grognon, etc. Et je me reconnecte à mon cœur, vraiment. Et est-ce que je suis aimé aujourd'hui? Oui, je le suis. C'est sûr. Je sais par qui, je sais comment, et qu'est-ce que je peux offrir aux autres? Qu'est-ce que je peux offrir aux autres sinon de l'amour? Franchement, qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre? C'est pour ça que j'adore la thérapie. J'adore la thérapie parce que les gens qui viennent me voir, en fait, viennent s'abreuver à une forme d'amour. Hein. Bien sûr. C'est évident. On vient toucher tout ce qui va toucher, de parler et toucher tout ce qui tourne autour de la relation. Et quelque chose que je suis la première, ça tous nos auditeurs le savent par cœur, la relation, c'est quelque chose de fondamental. La relation, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui fait grandir, c'est celle qui fait qu'on existe, c'est celle qui fait qu'on est en bonne santé aussi, c'est celle qui fait qu'on est moins stressé. C'est incroyable tout ce que la relation, quelque part, vient nourrir. Je suis heureux que tu dises ça parce que je trouve que
un des grands, une des grandes tristesses ou un des grands mensonges de notre époque, c'est de faire croire que qu'on est en lien avant tout avec soi-même. Je dis pas que c'est faux, bien sûr, mais même le concept de développement personnel quelque part me gêne parce que ce soit de notre naissance à notre dernier soupir, vraiment en permanence, nous ne sommes que en relation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très clair que la relation, c'est le centre de notre existence. Et tu vois, je disais tout à l'heure de faire la liste de tout ce que j'ai qui me rend heureux, mais faites la liste de vos relations et vous allez voir, c'est impressionnant. Parce que la relation, oui, c'est la relation avec le compagnon ou la compagne de vie, bien sûr. C'est la relation avec les parents, même quand on ne les voit pas souvent. C'est la relation avec les enfants, même quand ils sont partis. C'est la relation aussi avec l'épicier du coin, à qui on dit un peu plus que combien ça coûte. Parce qu'en fait, toujours, on va lui dire bonjour, on va lui faire un sourire, on va apprécier qu'il nous en fasse un si nous, on le fait pas au premier, etc., etc. On est en relation avec les gens qu'on croise dans la rue, on est en relation au bureau avec les gens avec qui on prend un café à la machine au café. On est en relation avec le policier qui siffle parce que on a failli brûler le feu rouge. On est tout le temps en relation. Et on est en relation avec les animaux. On est en relation avec les plantes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un animal domestique chez soi? C'est pour avoir la garantie d'une relation et pour avoir la garantie d'un amour inconditionnel. C'est exactement à ça que sert un animal domestique et il le fait avec une grande joie. Et du coup, je trouve que c'est intéressant tout ce que tu amènes parce que je me dis, dans toutes ces relations, il y a aussi effectivement la relation à soi. Mais la relation à soi, finalement, n'est qu'une partie infime de toutes les autres relations qu'on peut avoir autour de nous. La relation à soi et la relation à l'autre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque je suis en relation avec qui que ce soit, je parlais du policier ou de l'épicier ou du collègue de travail, etc., etc., en fait, ce que ces gens m'apportent, c'est de me voir. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, je ne suis pas là non plus. Exactement. Donc, on peut même aller un tout petit peu plus loin conceptuellement parlant, c'est que je suis les autres. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La différence, elle est illusoire. La différence, c'est la différence des corps. Tu es très loin du côté de Québec, je suis très loin du côté de Rambouillet, près de Paris. Nous ne sommes pas dans le même espace et pourtant nous sommes en relation. Mais ce que tu vois chez moi et ce que je vois chez toi, ce sont bien en fait nous que nous voyons. C'est-à-dire tu te vois chez moi et je me vois chez toi. Et d'ailleurs, quand tu parles de fait d'être sur la même longueur d'onde et tu parles de relations et que j'en branche là-dessus, etc. Qu'est-ce que c'est sinon fortifier un message parce qu'on formule tous les deux le même avec des mots différents. C'est vraiment ça. Et ça, c'est constant. Si j'étais tout seul sur le sommet d'une montagne à méditer toute la journée, tout simplement, je n'existerais pas. Puisque surtout si personne ne le sait. Hein. Alors, s'il y a des longs pèlerinages pour venir me voir, c'est autre chose. Mais si je suis tout seul sur ma montagne et que personne n'est au courant et que je médite ou je dors là-haut, je n'existe pas. Pour exister, il faut être en relation et être en relation me permet d'exister vis-à-vis de moi-même. Exactement. Non, c'est très, très juste. Très juste. C'est un bel éclairage. On va passer à notre troisième question. Un événement qui t'a rendu particulièrement heureux. Je trouve que cette question-là, elle est dure. Elle est dure. Ouais, je sais. Je sais. Maintenant, ceci étant dit, puisque les deux premières questions, tu as répondu l'amour, un événement qui t'a rendu particulièrement heureux, ça pourrait être l'amour aussi, ou la découverte de ce que peut être l'amour, si je me permets. J'éprouve beaucoup de bonheur à vraiment être en lien avec cette émotion d'amour tout
tout ce qui te sépare du bonheur, c'est ce qui te sépare de toi-même. C'est dès que tu commences à sortir, à te projeter dans l'extérieur. Alors, l'extérieur par CNN ou l'extérieur par le fait que ton voisin a une voiture plus grosse que la tienne. Dès que tu vas vers l'extérieur, tu perds le contact avec le bonheur. Parce que le contact avec le bonheur, il est en toi. Et il est là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chacun d'aller le chercher. Il suffit de le regarder. De le regarder pour aller le chercher. Ouais. Oh, il y a cette image que les auditeurs vont être laissés à force de je le dis, que pour moi, le bonheur, c'est comme un chemin, mais souvent, on a l'impression que le bonheur, c'est cette lumière au bout d'un espèce de tunnel et qui nous empêche de voir que de part et d'autre, il y a plein de petites fleurs à aller cueillir et que toutes ces petites fleurs, on oublie de les regarder, on oublie de les pointer, de les cueillir, de savourer cet instant présent, en fait, de tous ces petits bonheurs du quotidien. Ce que tu dis me rappelle quelque chose qui est revenu à ma mémoire il n'y a pas très longtemps. C'est que lorsque j'étais enfant et adolescent, je vivais à Paris, dans le 5e arrondissement, et je sortais souvent parce qu'il fallait faire les courses pour la maison, il fallait sortir le chien, donc j'étais souvent dehors, quoi. Et lorsque je sortais, toujours, la première chose que je faisais, c'était de regarder le ciel. Et quelle que soit sa couleur, c'était de me dire, mon Dieu, que c'est beau ce ciel-là. Et je me suis aperçu, il y a quelque temps, que j'avais perdu cette habitude-là. Et j'ai beaucoup regretté de l'avoir perdu. Parce qu'en fait, tu sors, que tu habites en ville ou à la campagne, que tu regardes le ciel, tu établis un lien avec l'univers, qui est un lien de gratitude et de remerciement. Bien sûr. De reconnaissance. Et donc, tu es en lien, à ce moment-là, tu es en lien avec l'amour. Et donc, tu es en lien avec le bonheur. Passons à notre 4e question. Quel serait ton secret pour être heureux? Alors, cette question-là, j'ai beaucoup réfléchi. Mon secret pour être heureux, je pense que c'est le sentiment d'être à sa place. Je pense que ça, c'est fondamental. Tu vois, il y a eu cette immense crise pendant 2 ans du Covid et des confinements dans les différents pays, qui a été une crise qui est assez étonnante parce qu'elle était mondiale. C'est-à-dire que le problème, c'est pas qu'on se battait contre un virus, le problème, c'est que c'était dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose de très nouveau quand même. Il y a des guerres, il y en a en ce moment, mais c'est toujours plus ou moins localisé. Là, c'était global. Et on a beaucoup de personnes, notamment dans mon cabinet, plaignent de l'atmosphère que ça a généré, des questions de manque de liberté, etc., etc. Et je ne prends pas là de parti politique, mais juste pour dire qu'il y a cette crise, elle a fait toucher à beaucoup de gens une sensation d'être malheureux ou d'être mal sur terre ou de pas être à leur place sur terre. Moi, ce que j'y vois au-delà de la crise ou en dessous de la crise, c'est un truc extraordinaire. C'est que tout le monde, presque tout le monde, s'est mis à changer de compagnon, de maison, de ville, de métier. Tout le monde opère une modification dans sa vie. Et des modifications fortes. Et ça, ce que ça vient dire pour moi, c'est toutes ces personnes-là sur la terre entière qui se disent en fait, je n'étais pas à la bonne place. Et la vie est trop courte. Et donc, je vais me mettre à la place qui est juste pour moi. Ça, c'est une modification fondamentale de notre Terre. Imaginons que sur 7 milliards d'êtres humains, soit 7 milliards d'êtres humains à leur place. Tu crois vraiment que les guerres continueraient? L'agressivité elle s'arrête. Écoute, j'espère que moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça très très juste ce que tu amènes et que du coup ça permettrait aux personnes en étant plus à leur place d'être dans ces cas-là plus authentiques et on irait vers des relations qui seraient plus authentiques. Oui, je pense parce que finalement ce qui vient polluer les relations, c'est toujours l'agressivité et l'agressivité, elle vient toujours de la peur. Donc ça, retour à Marianne Williamson, cette espèce d'angoisse qu'on a, c'est une angoisse qu'on porte avec nous. De notre cerveau reptilien, en fait, qui nous dit tu es en danger. Et tu es en danger, ou bien tu es en sécurité, mais tu fais pas ce que tu veux. Donc t'es pas à la bonne place, quoi. Donc si un jour une personne se dit mais ça va, la vie n'est pas éternelle, enfin en tout cas notre expérience de vie dans ce corps-ci n'est pas éternelle.
Donc, ça suffit. Maintenant, je vais faire ce que je porte en moi depuis toujours. Elle change complètement sa relation au monde. Elle change son niveau d'agressivité, son niveau de peur cesse, puisqu'en fait, elle se place ailleurs. La question de la sécurité est plus la même. Donc la peur cesse, donc l'agressivité cesse. Donc, quand une personne se met en lien avec qui elle est et se met à sa place, tout à coup, elle change la vie de tout son entourage et probablement bien au-delà. Mais quand le monde entier fait ça, moi, je suis persuadé qu'en 5, 6 ou peut-être 10 ans, l'expérience de vie sur Terre est en train de changer profondément. Mmh. Écoute, si chacun peut y contribuer, je trouve que c'est une belle chose d'aller vers un monde plus authentique parce qu'on aura des plus belles relations aussi. Et du coup, dit authenticité. Enfin, moi, personnellement, je trouve que plus il y a d'authenticité, plus les constructions et les co-constructions sont intéressantes et vont loin. Et hop, je me lance. Nouvelle question, Guillaume. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, il y en a un, c'est clair, c'est amour. Hein. Voilà, donc numéro 1. J'ai envie de te dire, c'est amour, amour et amour, mais bon, j'ai pas envie de tricher non plus. Donc, il y a amour, sexualité, spiritualité. Amour, on l'a entendu, tu nous en as bien parlé. Sexualité, qu'est-ce que tu dirais derrière le mot sexualité? Écoute, ça c'est le vrai sujet du livre S'épanouir, c'est ça. Aujourd'hui, d'une manière générale, dans le discours ambiant, j'ai pas envie d'incriminer les médias en particulier, mais dans le discours ambiant, la sexualité est traitée à part. Elle prend une très grande place, mais elle est traitée comme un sujet, c'est un truc extérieur, c'est comme mon cours de fitness, quoi. Alors qu'en fait, la sexualité, c'est pas du tout ça. On peut pas parler de sexualité sans parler d'amour, d'abord. Ça me semble totalement invraisemblable d'essayer de séparer les deux. La voie normale d'expression de l'amour, c'est une voie sexuelle, et la sexualité produit de l'amour, effectivement, puisque l'amour, c'est ocytocine plus quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre dépend suivant les situations, des situations. On a ocytocine plus prolactine, ou bien on a ocytocine plus endorphine, ou bien on a c'est ocytocine plus quelque chose, et la sexualité produit ça. Donc la sexualité, c'est la voie la plus simple et la plus à notre portée pour créer de l'amour. Et si on dit faire l'amour, c'est pas tout à fait un hasard. Parce qu'effectivement, la sexualité permet de fabriquer de l'amour. Mais si on ignore l'aspect amour de la sexualité, alors on réduit la sexualité à une sorte de fonction physiologique. Et à ce moment-là, on se demande bien pourquoi on en parle autant. Parce que les autres fonctions physiologiques, on en parle beaucoup moins, hein, en général. Vraiment, la sexualité, c'est un véhicule, c'est un véhicule ou une voie pour exprimer son amour, et pour en recevoir et pour en produire plus. Est-ce que tu pourrais dire que cette première fonction de la sexualité, si elle est dénuée d'amour et que donc son côté génitalité quelque part, est-ce que tu dirais que la génitalité, elle est un frein au plaisir? Mais ma perception, c'est que le plaisir, qui peut être sans doute très important, qu'on trouve dans la génitalité désincarnée, c'est-à-dire sans lien amoureux, est un plaisir stérile. C'est-à-dire c'est un plaisir qui n'est pas profond. On peut probablement éprouver beaucoup de plaisir en faisant l'amour avec un inconnu ou une inconnue un soir parce que l'occasion se présente. J'imagine, et je pense que ce plaisir-là, c'est un plaisir très intellectuel, très excitatoire. C'est pas le plaisir dont moi je parle. Le plaisir dont je parle et qui est vraiment lié à l'amour, c'est un plaisir qui se vit dans la profondeur du corps. Un plaisir où tout à coup, on va sentir son corps perdre ses limites et grandir. En fait, tout dans notre vie nous amène à nous projeter vers l'extérieur. Tout ce qui est réellement épanouissant, le bonheur, l'amour, tout ce qui est épanouissant, tout ce qui va nous faire nous ouvrir, et c'est quelque chose qu'on va trouver vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est l'intérieur de soi et c'est l'intérieur de la relation. Donc, quand je suis en relation avec la femme que j'aime ou avec l'homme que j'aime, je reste à l'intérieur. Enfin, les couples malheureux qui viennent me voir en thérapie, il y en a beaucoup
qui en fait ont construit leur couple sur l'extérieur. C'est-à-dire que ils sont ensemble, ils sont partenaires par exemple. Ils sont partenaires, ça fonctionne très bien comme ça. Ils vont faire des choses ensemble, avoir plein de projets, faire du sport ou construire une maison ou un business ou je sais pas. Mais ils sont pas dans leur couple, ils sont pas dans leur relation. Ils passent pas du temps l'un avec l'autre. Je sais pas, juste dans les bras l'un de l'autre par exemple, ou à se parler ou non, ils sont portés vers des objectifs extérieurs. Tellement juste. Dans mes accompagnements, j'entends exactement la même chose. Merci pour cette belle explication justement sur le plaisir, sur ce plaisir ressenti profondément intérieur qui est le fruit d'une belle relation et le fruit de l'amour aussi. Et juste pour terminer, juste là-dessus, et c'est la voie d'accès à la spiritualité. C'est pour ça que quand je dis amour, sexualité, spiritualité, en fait, pas de sexualité sans amour, et la sexualité avec amour, c'est une voie vers la spiritualité. Spiritualité, dans quel sens tu entends ce mot, la spiritualité? La spiritualité, c'est alors ça n'a rien à voir avec la religion, hein. C'est la perception absolue qu'on est en lien tout le temps avec plus grand que soi. Nous sommes juste des corps animés par une âme qui elle-même est en lien avec l'esprit, c'est-à-dire l'ensemble des âmes, pour simplifier. Et ça, on peut le ressentir. Et la manière de le ressentir, c'est évidemment par le corps, parce que on peut rien ressentir sans le corps. Pour ressentir une émotion, il faut un corps. Et nous sommes le corps de ça. Donc, c'est 3 synonymes de bonheur: amour, sexualité et spiritualité. Venons-en à notre dernière question. Guillaume, en 2 minutes, qu'est-ce que tu auras envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Faites l'amour. Il n'y a rien de plus à rajouter. Faites l'amour avec amour. Mais oui, bien sûr, faites l'amour avec amour. Comme l'a dit très grande québécoise qui est Marie-Lise Labonté, qui a écrit un livre qui s'appelle Faire l'amour avec amour. Rien que le titre, c'est déjà tout un programme, c'est magnifique. Oui, faites l'amour avec amour, c'est-à-dire arrêtez de faire le sexe. Mmh. Ouvrez-vous suffisamment prenez le temps. Au lieu de faire l'amour 10 minutes après le film et avant de s'endormir, prenez 4 heures pour vous déshabiller, vous regarder, vous caresser, vous embrasser, jouer avec toutes les parties de votre corps, aller caresser toutes ces zones non érogènes qui recèlent des potentiels incroyables de plaisir parce qu'elles sont jamais caressées. Donc voilà, allez caresser les plantes de pied de votre amant et les aisselles et je sais pas quoi, sa colonne vertébrale, etc., etc. Prenez le temps de vous laisser être regardé par l'homme ou la femme que vous aimez comme si vous étiez une merveille sur Terre que vous êtes. Donc, même si vous avez je sais pas quoi, un peu trop de ventre, pas assez de fesses, ou j'en sais rien. C'est absolument aucune importance. Donc, laissez-vous être regardé, regardez-le, regardez-la, buvez-vous l'un et l'autre, voilà, et puis peut-être pénétrez-vous si vous en avez envie, mais c'est pas le plus important. Donc, soyez vraiment soyez dans l'amour au lieu d'être dans une représentation sexuelle à laquelle vous essayez de coller, parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait. On est donc à la fin de ce podcast. On a l'habitude de terminer toujours ce podcast par ce qu'on appelle une petite mousse. Elle nous vient de Khalil Gibran qui nous dit celui qui sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. Magnifique. Je connais Khalil Gibran, mais je connaissais pas ce passage. Je pense que le prophète est probablement c'est un livre qui se suffit à lui-même, quoi. Et puis c'est une source infinie de réflexion, de rêverie, d'inspiration. Enfin, c'est vraiment un livre magnifique. Il parle très bien de la relation Khalil Gibran dans le prophète. Il parle des enfants aussi, il parle de la mort, il parle de tous les grands sujets. Mais sur la relation amoureuse, il dit des choses vraiment magnifiques, hein.
L'amour suppose quand même l'existence d'un objet d'amour. Et cet objet d'amour, il faut qu'il soit différent de nous, parce que sinon, il n'est pas très intéressant. Ça aussi, c'est un piège des couples. Bien sûr. Très courant des couples, quoi. Et pourquoi il fait pas comme moi? Parce qu'il n'est pas comme vous. Mais il faut qu'il fasse comme moi. Non, s'il fait comme vous allez vous embêter très vite. C'est certain. Ça fait partie des mystères de la vie du couple et que je trouve absolument passionnant. Et quelque chose que je dis souvent, c'est rester curieux. L'autre, vous ne le connaissez pas, soyez dans la découverte, même que ça soit pour l'amour, en sexualité aussi. La découverte, elle est toujours importante. Tu parlais de tout ce qu'on peut découvrir, mais il y a 2 mètres carrés de peau à aller découvrir, à aller inspecter, à aller regarder. Et le matin, quand je me lève, et ça je le souhaite à tous nos auditeurs qui sont en couple, dites-vous, qu'est-ce que je vais découvrir chez mon conjoint aujourd'hui? Et l'autre doit rester une découverte. C'est très facile, hein. Il suffit juste de le regarder. Oui, exactement. Tout à fait. En tous les cas, Guillaume, un immense merci de cette magnifique conversation extrêmement riche et d'avoir eu la gentillesse d'être venu te prêter aux réponses à ces questions. Merci Raphaël de m'avoir invité. C'est vraiment un très très grand plaisir. À très bientôt. Puis surtout, allez retrouver le livre de Guillaume, Sexe épanouir. Ça vaut vraiment le coup d'être lu. En tous les cas, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.